Elle rentra tard du travail encore. C'était le 3e jeudi d'affilée. Elle m'avait envoyé un texto vers 18h30 disant que son équipe avait un « dîner client imprévu » dans un nouveau resto fusion au centre-ville. Quelque chose avec des tapas et des cocktails, disait-elle. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je coupais des oignons pour le dîner, essayant de la surprendre avec son plat préféré, une tourte au poulet. Mais quand elle franchit la porte à 21h47, la tourte était froide et j'avais un peu trop de questions qui tournaient dans ma tête. Elle sentait un parfum cher que je ne connaissais pas. Il était vif et sucré, comme quelque chose qu'on sent dans un grand magasin de luxe. Pas le truc habituel vanille et coco qu'elle portait. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés, son rouge à lèvres encore frais, et elle avait l'air impeccable. Trop impeccable pour juste des tapas fusion avec l'équipe. Elle entra, marmonna quelque chose à propos d'une migraine, m'embrassa sur la joue, à peine un bisou, vraiment, et dit qu'elle allait prendre une douche chaude. Je lui dis que la tourte était encore tiède dans le four si elle en voulait. Elle hocha juste la tête et disparut dans le couloir. Je n'étais pas encore soupçonneux. À ce moment-là, je jouais encore le rôle du mari serviable. Je me disais peut-être qu'elle était vraiment fatiguée, ou que le travail l'épuisait plus que d'habitude. Je ne suis pas fier de le dire maintenant, mais je m'en voulais un peu, pensant peut-être que je ne lui avais pas accordé assez d'attention. Elle avait posé son sac près du comptoir de la cuisine en entrant. J'entendis le bruit sourd quand il toucha le carrelage. Après m'être servi un verre d'eau, je me retournai trop vite et heurtai le bord du comptoir, renversant son sac d'un coup. Le truc explosa comme une pinata à maquillage, tickets, quelques bonbons à la menthe, un petit carnet avec un logo d'hôtel dessus. Je me baissai, marmonnant pour moi-même, « Bon sang, Julie, qu'est-ce que tu gardes là-dedans ?» Des briques, et commençai à ramasser ses affaires. Et puis je le vis. Un ticket froissé. Crème avec un logo élégant dans le coin. Hôtel Beauvoir. Chambre 214. Une nuit. Arrivé, mardi, 17h12. Ma première pensée fut la confusion. Peut-être qu'il était vieux. Peut-être qu'elle avait une conférence pro et oublié de me le dire. Mon cerveau cherchait des réponses raisonnables. Mais je le retournais. Au dos, d'une écriture pressée, il y avait « La prochaine fois, apporte la robe rouge. » Tout s'arrêta. La robe rouge. Je savais exactement laquelle. Moulante, sans manches, soyeuse. Elle l'avait portée pour notre anniversaire il y a 2 ans. Elle traînait au fond de son armoire depuis des mois. Elle disait qu'elle ne lui allait plus. Qu'elle se sentait trop vieille pour ça maintenant. Alors pourquoi quelqu'un d'autre la réclamait-il? Et c'était qui se foututait? Je restais planté là sur le carrelage de la cuisine, fixant le papier comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. Mon cœur cognait dans mes oreilles. Mon visage était brûlant. J'entendais l'eau couler dans la salle de bain, l'entendais fredonner doucement, comme si tout était parfaitement normal. Je ne bougeais pas pendant une bonne minute. Mes mains tremblaient quand je commençais à ramasser le reste de ses affaires par terre. Baume à lèvres. Élastique. Une barre céréales. Un ticket de Starbucks. Tout repartit dans son sac comme si de rien n'était. Sauf le ticket de l'hôtel. Celui-là alla dans ma poche arrière. Je me relevai lentement, les genoux soudain douloureux comme si j'avais vieilli de 20 ans en 5 minutes. Mon esprit tournait à 100 à l'heure, essayant de rester calme mais sentant comme si toute ma poitrine s'effondrait. Je ne dis pas un mot quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée dans une serviette et faisant comme si c'était juste un jeudi soir ordinaire. Je lui dis que j'étais fatigué et allais me coucher tôt. Mais je ne dormis pas. Je restais allongé à fixer le plafond, écoutant sa respiration se calmer à côté de moi, me demandant combien de mensonges étaient noués dans ses doux souffles. Me demandant si j'avais raté les signes. Me demandant si elle rêvait de lui. Cette nuit-là, quelque chose en moi se brisa mais en silence. Pas de voix qui monte. Pas de porte qui claque. Pas de scène dramatique. Juste moi, allongé dans le noir, tenant un bout de papier qui avait tout changé. À partir de ce moment, je n'étais plus son mari. Pas comme avant. J'étais autre chose maintenant. Un orage silencieux, qui se formait au loin. Le lendemain matin, j'appelai Marc. On avait été colocataires à la fac. Il était en gestion, passait plus de temps à soulever de la fonte qu'à étudier, mais un jour il a lâché les tableurs pour des camionnettes de surveillance.
Maintenant il était détective privé agréé à Lyon, surtout sur des fraudes d'assurance et des vérifs d'antécédents. Ça faisait presque 2 ans qu'on ne s'était pas parlé, mais quand il décrocha, sa voix ne fit pas un pli. « Julien, dit-il. Merde, mec, il est tôt. Ça va ? » Je ne savais pas quoi répondre. Alors je dis juste, j'ai besoin d'un service. On se retrouva dans un café près de la Saône ce matin-là. Je ne touchais pas à mon repas. Je fis juste glisser le ticket sur la table et regarder son visage passer de décontracté à sérieux en une demi-seconde. « Tu penses qu'elle te trompe ? » demanda-t-il. Je hochai la tête. Je veux pas de peut-être. Je veux savoir avec certitude. Je m'en occupe, dit-il, puis il me regarda avec une gravité qu'on ne peut pas feindre. Mais t'es sûr de vouloir aller là-dedans ? Une fois que tu sais, tu peux plus oublier. J'y suis déjà, lui dis-je. Ce week-end-là fut flou. Je tondis la pelouse. La vie mon utilitaire. Julie se comporta normalement. Trop normalement. Comme si elle essayait de surcompenser. C'était comme regarder une étrangère porter le visage de ma femme. Le plus dur était de faire comme si je ne savais rien. Être assis en face d'elle à table, sirotant un café, pendant qu'au fond de ma tête je revoyais ce logo d'hôtel et le « Chambre 214 ». Je dormais à peine. Mon cerveau ne s'éteignait pas. Je n'arrêtais pas d'imaginer ce mec mystère, qui qu'il soit. À quoi il ressemblait ? Plus vieux ? Plus jeune ? Elle lui parlait de moi ? Il savait que j'existais ? Marc m'appela 5 jours plus tard. Dit qu'il avait du neuf et demanda si je pouvais passer. On s'assit dans son bureau. Il me tendit une épaisse enveloppe Kraft. Mes mains tremblèrent un peu avant de l'ouvrir. Dedans, des photos. Des dizaines. Floues, mais assez nettes pour voir l'essentiel. Julie. Entrant à l'hôtel Beauvoir. Pas qu'une fois. Plusieurs. Tenues différentes. Jours différents. Toujours vers 17h. Parfois juste son sac. Toujours seul en entrant. Pas toujours seul en sortant. Je tournai la page. Le voilà. Thibaut Berger. Le mec bossait dans son service, 2 étages au-dessus. Je l'avais croisé une fois à la soirée de Noël. Coupe impeccable, montre chère, trop dedans quand il souriait. Disait qu'il était divorcé, profitant de la liberté, peu importe ce que ça voulait dire. À l'époque, je le trouvais juste un peu trop sympa. Maintenant, je savais. D'autres photos certaines piquaient plus que d'autres. Une la montrait appuyée contre son torse dans le hall de l'hôtel, comme si c'était sa place. Une autre les prenait partageant un verre au bar en bas, riant comme s'il n'avait aucun souci au monde. Mais celle qui me coupa presque le souffle ? C'était Julie. Devant l'hôtel. L'embrassant. Portant mon sweat. Le gris avec le logo de la fac. Celui que j'avais depuis ma dernière année. Celui qu'elle disait adorer parce qu'il sentait moi. Elle le piquait l'hiver pour se blottir dedans sur le canapé. Maintenant elle l'utilisait comme s'il était à lui. Je ne respirais plus une seconde. Comme si on m'avait versé de l'eau glacée dans le dos. Je regardais Marc. Il ne dit rien. Me laissa juste un moment. Il n'y avait pas un mot en français qui aurait pu résumer ce que je ressentais là. Je n'étais pas juste blessé, j'étais vide. Comme si on m'avait vidé avec une cuillère émoussée. Je repensais à toutes les fois où je lui avais fait confiance sans hésiter. Tous les dîners. Tous les textos, je bosse tard. Les migraines. Les excuses. C'était comme revoir sa vie à l'envers au ralenti, réalisant que tout était un mensonge. Marc ne demanda pas ce que je comptais faire ensuite. Et je ne lui dis pas. Je le remerciai, payé en cash, et sortis sans me retourner. Je restai dans mon utilitaire presque 1 heure après ça. Juste à fixer la circulation sur le pont. L'enveloppe trônait sur le siège passager, luisant sous le soleil de l'après-midi comme une bombe à retardement. Je savais ce que j'avais à faire. Mais d'abord, je devais disparaître. Je ne la confrontais pas. À la place, je m'organisais. Ce dimanche-là, pendant que Julie allait se faire les ongles comme si de rien n'était, je m'assis dans le garage et planifiai ma sortie. Je n'ai jamais été du genre théâtral. Pas le mec à poster une longue tirade ou à courir après quelqu'un pour des réponses qu'il ne veut pas donner.
Je crois aux actes. Je crois qu'on montre qui on est par ce qu'on fait, pas par ce qu'on dit. Alors je pris une semaine de congé avec mes jours de RTT. Dis à mon patron que j'avais besoin de temps dans les bois. Il ne posa pas de questions et juste hocha la tête et dit, prends tout le temps qu'il te faut. Je trouvai un chalet à 4 heures au nord, près du lac d'Annecy. Isolé. Calme. Un de ces vieux refuges de chasse sans wifi et avec un réseau téléphone capricieux. C'était hors saison, alors le proprio me fit une ristourne. Je payais en cash. Je voulais être quelque part où je pouvais m'entendre penser sans distraction, et surtout, quelque part où Julie ne chercherait pas. Avant de partir, je fis le ménage. Oui, je sais que ça sonne bizarre, mais il fallait que je le fasse. Je pliai le linge. Sortis les poubelles. Même remplis le liquide lave-glace de sa voiture. Appelle sa mémoire musculaire ou déni, mais je ne voulais pas qu'elle dise que j'avais laissé les choses en désordre. Je voulais qu'elle ressente l'absence soudaine comme une dent manquante propre, nette, irréfutable. Je laissai un post-it sur le frigo. Parti à la pêche. Ne m'attends pas. Puis je fis un sac, et partis avant l'aube. Pas d'au revoir. Pas d'adresse de réexpédition. Juste la route. Tout le trajet, mon estomac était noué de colère et d'incrédulité, mais pas le genre qui explose. Le genre qui se fige. Je revoyais ses photos dans ma tête, comme un diaporama qui ne s'éteignait pas. Son rire. Sa main sur son torse. Cette robe rouge pliée dans son sac de nuit. Quand j'arrivai au chalet, je ne déballai pas tout de suite. Je m'assis sur le perron avec un thermos de café, fixant le lac. Vent froid venant de l'eau. Silence sauf le cri occasionnel d'un plongeon. Ce genre de paix qui devrait faire mal, parce qu'elle te rappelle ce qu'est le vrai calme. Je restais hors réseau. Envoyant un seul message à une avocate que ma cousine m'avait recommandée. Une femme dure, directe, spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle me rappela dans l'heure. Je lui expliquai tout. Elle dit, j'ai vu pire. Envoyez-moi les dossiers. On commence lundi. Ce fut tout. Comme ça, je demandai le divorce. Via un cabinet qu'elle ne connaissait pas. Depuis une ville qu'elle n'avait jamais visitée. Avec une adresse qu'elle ignorait. Le temps qu'elle réalise que quelque chose se passait, s'était déjà lancé. Je laissai toute la logistique à Diane, l'avocate. Cette femme était un bulldog en talons. Elle ne perdait pas de temps ni de mots. Elle dit, laissez-la dans le flou. Laissez-la paniquer. Ce n'est plus votre boulot. Alors je fis exactement ça. Je ne vérifiai pas les messageries vocales. Je ne lus pas ses textos. Je ne mis rien à jour sur les réseaux. J'étais un fantôme. Une minute j'étais là, faisant la vaisselle et pliant ses pulls. La suivante, j'étais parti. J'appris par ma sœur quelques jours plus tard, elle dit que Julie s'était pointée en pleurs chez mes parents. Prétendant que je l'avais abandonnée. Disant qu'elle avait peur que j'aie fait une bêtise. Apparemment, elle avait fait toute une scène. Mon père ne l'a pas laissé entrer. Il n'est pas du genre à aimer les drames non plus. Ma mère lui a juste dit que j'allais bien et que si elle voulait des réponses, elle n'avait qu'à bien réfléchir aux dernières semaines. Elle n'a plus rien dit après ça, me raconta ma sœur. Juste restée là, l'air perdu. Comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était moi qui étais parti. Mais le truc, c'est que je n'étais pas parti le premier. Pas vraiment. Elle l'avait fait. Tous les mardis dans cet hôtel chic du centre-ville. Toutes les fois où elle m'avait dit qu'elle bossait tard, en portant un parfum que je ne connaissais pas. Toutes les fois où elle riait aux blagues de quelqu'un d'autre en me disant qu'elle était juste fatiguée. Elle était partie la première. J'ai juste officialisé. Et le meilleur? Elle ne l'avait pas vu venir. Ni le post-it. Ni le silence. Ni moi qui disparaissais sans un mot. Oh, chérie. Tu n'as pas encore vu ce que c'est qu'une bêtise. Son anniversaire tombait un samedi cette année-là. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais disparu, depuis que j'avais filé au chalet du lac et coupé tout contact. Je me disais qu'elle devait être en pleine panique à ce stade. Elle avait assez appelé mon téléphone pour que même ma messagerie arrête d'enregistrer les nouveaux messages. Mon avocate me tenait au courant du côté légal, mais sinon je restais en dehors. Je coupais du bois. Je randonnais. Je lisais des livres que je n'avais pas touchés depuis des années.
Je laissais le calme s'étendre sur chaque partie de moi qui avait été agitée trop longtemps. Mais je savais que le jour approchait de son anniversaire. Avant tout ça, elle avait réservé un brunch dans un endroit appelé le Safran et Thym, un petit resto branché en ville avec des gaufres artisanales et des cocktails floraux. Je m'en souvenais seulement parce que j'avais vu l'événement sur notre calendrier partagé avant de couper les ponts. Elle devait retrouver ses amis et son cercle proche de femmes bruyantes et sophistiquées qui me lançaient des regards en coin quand je portais mes bottes de chantier à leur dégustation de vin. C'était le moment parfait. Diane était d'accord. Alors, ce matin d'octobre tiède, pendant qu'elle s'habillait de son chemisier bleu pâle préféré et se disait sûrement qu'elle allait profiter de sa journée, malgré tout, une enveloppe Kraft l'attendait. Livrée en main propre. Je n'y suis pas allé moi-même. Diane avait engagé un huissier professionnel, un type nommé Walter qui ressemblait plus à un prof de gym qu'à un coursier juridique. Julie venait de commander un deuxième mimosa quand il arriva à sa table. Il dit son nom. Elle sourit poliment. Il dit « Vous êtes assigné ». Son sourire s'effaça. Elle prit l'enveloppe avec un petit rire confus, comme si c'était une erreur. Peut-être une blague. J'imaginais qu'elle jetait un œil à ses amis, essayant de garder la face. Mais une fois ouverte, plus moyen de sauver les apparences. Les documents étaient nets, directs, tranchants comme une lame. Divorce. Résumé complet. Juridiction. Numéro de dossier. Tous les détails. Joint au fond, quelques photos clés juste assez pour lui rappeler que je savais. Pas de place pour le débat. Le détective avait fait son boulot. Les preuves étaient là, date, heure, nom. Thibaut souriant comme un mec qui pensait ne jamais se faire choper. Julie dans sa robe rouge. Ce foutu souhait encore. La table du brunch explosa. D'après Diane, qui avait eu le retour de Walter après la mission, Julie a complètement pété un câble. A balancé son mimosa à travers la table. Renversé une chaise en se levant. Ses amis ont essayé de la calmer, mais elle s'est mise à crier, demandant si c'était une blague, si Julien était là. Des gens filmaient. Quelqu'un a appelé le gérant. Elle est sortie en courant avec l'enveloppe à moitié froissée dans la main, le mascara coulant sur ses joues. Walter n'a pas suivi. Il a juste texté à Diane, mission accomplie. Elle sait. J'étais sur le perron quand Diane appela pour confirmer. Ça s'est passé comme on voulait, dit-elle. Elle a explosé. Je doute qu'elle s'y attendait. Je ne dis rien une seconde. Juste fixer le lac, lisse comme un miroir sous un ciel gris. Bien, dis-je. Ce soir-là, mon téléphone recommença à s'allumer. J'avais 17 appels en absence. Tous d'elle. Puis les textos. Appelle-moi s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça arrive. On peut juste parler? C'était une erreur, Julien. Juste une erreur. J'ai besoin de te voir. Je ne répondis pas. Puis les messages vocaux. L'un après l'autre, certains larmoyants, certains frénétiques, un où elle pleurait à chaudes larmes comme une ado surprise à faire le mur. Elle disait qu'elle avait fait une énorme erreur, qu'elle était dans une mauvaise passe, qu'elle ne réfléchissait pas. Elle disait qu'elle pensait que notre mariage était juste dans une routine et qu'elle ne savait pas comment m'en parler. Elle sortit toutes les excuses du livre. Chaque mot soigneusement choisi pour essayer d'adoucir ce qu'elle avait fait. Pour le réduire à quelque chose qu'on pouvait expliquer. Comme si c'était un simple écart de jugement, pas une trahison d'un mois avec un mec avec qui elle riait autour de cocktails en me mentant sur des dîners clients. Mais je n'étais pas là pour réécrire l'histoire pour soulager qui que ce soit. Et encore moins pour la laisser réécrire la mienne. Je ne répondis pas. Ne renvoyez pas de texto. N'ouvris même pas les vocaux après le 5e. Elle avait eu son mot à dire plus que je n'en avais jamais eu. Et pour moi, c'était la dernière fois qu'elle entendrait parler de moi. Le lendemain matin, je bloquais son numéro. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus brisé. J'étais juste fini. Fini avec les mensonges. Fini avec les excuses. Fini avec la version de moi qui restait là à sourire pendant qu'on me tirait le tapis sous les pieds. Il y a une différence entre être en colère et être terminé. Et j'étais absolument, complètement terminé. 2 mois plus tard, j'arrivais au tribunal. C'était un matin gris, avec une petite bruine qui faisait briller les trottoirs. Je me garais à 2 rues et marchais lentement.
Je n'étais pas nerveux, j'étais concentré. Calme. Je n'avais rien à cacher. Rien à prouver. Mais je ne vais pas mentir en disant que je n'étais pas curieux de revoir son visage. Elle me vit dès que j'entrais dans la salle d'audience. La première fois qu'elle posait les yeux sur moi depuis le jour où j'avais disparu. Depuis le post-it sur le frigo et le numéro bloqué. Depuis que l'enveloppe avait atterri sur sa table de brunch comme une bombe. Elle avait l'air du nombre de celle qu'elle était. Cheveux tirés en un chignon négligé, comme si elle s'en fichait ou avait arrêté d'essayer. Yeux lourds de maquillage qu'elle avait dû pleurer ce matin-là. Poche sous les yeux. Joues creusées. Ses ongles rongés jusqu'au sang, un vernis rouge écaillé. Son tailleur ne lui allait pas bien. Elle avait l'air mal à l'aise dans ses propres vêtements. Elle se leva, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Julien », dit-elle. Pas fort, mais assez pour que la salle l'entende. Comme un souffle qu'on ne peut pas retenir. Sa voix se brisa sur la fin comme si elle pensait que j'allais répondre. Je ne le fis pas. Je marchai droit à ma table. Hochai la tête vers Diane, qui organisait déjà son classeur. Puis m'assis. Ce fut tout. Ce simple hochement la brisa. Son visage s'effondra comme du papier mouillé. Elle se rassit et ne releva plus les yeux jusqu'à l'entrée du juge. La salle n'était pas bondée. Juste quelques personnes de chaque côté, ses parents étaient là, les miens non. Je leur avais demandé de rester chez eux. Je n'avais pas besoin de pom-pom girls. J'avais besoin de résolution. Quand le juge demanda les déclarations d'ouverture, son avocat se leva d'abord. Un type nommé Grégoire avec les cheveux plaqués si serrés qu'on aurait dit qu'il sortait d'un tunnel vent. Il parla de « distance émotionnelle »,« malentendu » et « séparation temporaire de valeurs ». Il la dépeignit comme une femme confuse, surmenée qui avait fait « un choix isolé regrettable » dans un moment de « besoin émotionnel non résolu ». Il dit que l'affaire n'était pas physique au début. Diane se pencha vers moi et murmura « il joue la carte émotionnelle ». Classique. Je ne s'y ai même pas. Quand ce fut le tour de Diane, elle fut brève. Propre. Efficace. Monsieur le juge, dit-elle, nous allons démontrer avec des chronologies claires et des preuves concrètes que Madame Garnier a entretenu une relation extra-conjugale de plusieurs mois. Qu'elle a trompé, menti, et manipulé son mari tout du long. Et qu'elle cherche maintenant à conserver des avantages d'un partenariat qu'elle a délibérément trahi. Elle fit glisser un mince dossier vers le juge. Dedans, les photos. Les tickets. Les logs de réservation. Même une déclaration du gérant de l'hôtel confirmant que la chambre 214 avait été réservée au nom de Julie 6 fois en cette semaine, toujours le mardi. Et bien sûr, Thibault. Son nom apparaissait 2 fois sur la liste des clients. Diane avait couvert ça aussi. Ils essayèrent de dire que Thibault était, juste un ami, du boulot. Que les photos étaient, sorties de leur contexte. Mais une fois les images horodatées projetées sur l'écran, c'était fini. La voilà dans cette même robe rouge. Riant avec Thibault au bar de l'hôtel. Lui tenant la main devant l'ascenseur. Sortant au lever du jour avec les cheveux en bataille et un air coupable, portant mon sweat comme si ça ne voulait rien dire. L'expression du juge ne changea pas. Mais je voyais qu'il avait pris sa décision à mi-matinée. L'après-midi, on passa au partage des biens. On était mariés 11 ans. Pas d'enfants. Pas d'entreprise commune. Juste une maison, et des comptes bancaires. Diane avait tout géré discrètement en coulisses. Le titre de la maison avait été mis uniquement à mon nom 3 mois plus tôt, via un acte de renonciation que Julie avait signé sans lire. Elle pensait que c'était pour un refinancement. Diane avait géré ça aussi. Je gardais la maison. Je gardais l'épargne. Je gardais l'utilitaire, les outils, les meubles. Elle sortit avec un sac de voyage. Devant le tribunal, elle essaya encore de me parler. Elle attendit près des marches comme si le vieux moi allait sortir. Comme le mec qui lui apportait du thé quand elle était enrhumée ou laissait des post-it dans son déjeuner. Elle avait l'air de ne plus savoir qui j'étais. La vérité, c'est qu'elle ne l'avait jamais su. Je ne m'arrêtais pas. Ne jetez pas un regard en arrière. N'en avait pas besoin. L'homme qui était entré dans ce tribunal avait déjà enterré la version de lui qui pensait que son amour était permanent. Et celui qui en sortit, il savait exactement ce qu'il faisait. Après le procès, tout devint vraiment calme. Le genre de calme qu'on sent dans les os.
Plus d'avocats. Plus de paperasse. Plus de notifications de messagerie qui illuminaient mon téléphone comme un feu de forêt. Juste le silence. Lourd et chargé de sens. L'orage était passé, et il ne restait plus que le ménage. Je n'eus plus beaucoup de nouvelles de Julie après ce jour au tribunal. Et franchement, je ne cherchais pas. Je n'avais aucun intérêt à savoir ce qu'elle faisait, où elle vivait, ou comment elle s'expliquait au reste du monde. Je me disais qu'elle allait tordre les faits pour sauver la face, mais j'avais sous-estimé à quel point elle allait foirer ça. Des bribes me revinrent via des amis communs, anciens collègues, et ma sœur des gens qui la connaissaient, ou l'avaient connue. Apparemment, elle avait dit à quelques personnes que j'étais, juste parti du jour au lendemain. Sans explication. Prétendant qu'elle s'était réveillée un matin et que j'avais disparu, pas de mots, pas d'avertissement, aucune idée pourquoi. Disant que j'étais, instable émotionnellement, et qu'elle pensait que j'avais eu une sorte de crise. Elle disait aux gens qu'elle était, malade d'inquiétude, allant jusqu'à dire qu'elle avait signalé ma disparition, ce qui était un mensonge, puisque je n'avais jamais eu de coup à la porte du chalet, jamais d'appel du shérif. Au début, certains la crurent. Elle a toujours été douée avec les mots. Savait pencher la tête, verser juste assez de larmes pour paraître fragile. Mais les mensonges comme ça ne tiennent pas longtemps, surtout quand les tickets refont surface. Et par tickets, je veux dire les vrais. Hôtel. Dîner. Les gens parlent. Et ils parlèrent plus fort une fois qu'ils la virent en public avec Thibaut. Ils sortirent quelquefois. Apparurent à un vernissage en ville, posant comme un nouveau couple confiant, comme s'ils l'avaient mérité. Mais la plupart de ses amis virent clair dans son jeu. Il se trouve que quand on ment à tout le monde autour de soi, on arrête de te défendre. Une par une, son cercle rétrécit. J'appris d'un ami d'amis que 2 de ces demoiselles d'honneur l'avaient bloqué partout. Un autre connaissance commune me dit qu'elle n'avait pas été invitée à une baby shower parce que, trop de drama, la suivait. Le coup de grâce vint un mois après que le divorce fut prononcé. Thibaut la largua. Il ne tint même pas assez longtemps pour l'aider à emménager dans l'appart qu'elle louait. D'après ce qu'on m'a dit, il fila dès que ça cessa d'être secret. Quand ça devint public, et que les gens commencèrent à le regarder de travers au boulot, il disparut. Froid. Rapide. Pas de surprise. Ce mec avait toujours l'air du genre qui aime la chasse plus que l'engagement. Le type qui sourit trop sur les photos, mais n'offre jamais de porter les courses. Elle me contacta 3 semaines après ça. Je nettoyais le garage ce samedi-là, triant de vieux outils et quelques cartons que je n'avais pas ouverts depuis qu'on avait emménagé ensemble. Sur mon t-shirt quand mon téléphone vibra. C'était elle. Un simple texto. On peut parler ? Je fixais le message longtemps. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je ne ressentais rien. Ni colère. Ni tristesse. Ni besoin de réponse. Juste rien. Je regardais le message encore quelques secondes, puis bloquais son numéro à nouveau. C'était déjà le 2e que je bloquais. Pas par rancune. Pas pour faire un effet. Mais parce que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Je ne l'avais pas revue depuis le procès. 3 mois, peut-être plus. La vie avait pris un nouveau rythme. J'allais au boulot. Faisais griller des entrecôtes le dimanche soir. Réparais la véranda. Recommençais à dormir les fenêtres ouvertes. Les choses étaient stables. Pas excitantes, pas dramatiques, juste propres, calmes, et à moi. Puis un après-midi, je manquais de liquide vaisselle et d'essuie-tout, alors je passais au Leclerc sur le chemin du retour. Je me disais que j'en aurais pour 10 minutes. Je ne pris même pas de panier. J'étais à mi-chemin dans le rayon produits ménagers, scrutant les rayons pour la bouteille bleue habituelle, quand j'entendis quelqu'un dire mon nom. Doucement. Familièrement. Julien ? Je me retournai, et la voilà. Julie. Debout devant l'étalage de balai, tenant un panier avec peut-être 2 trucs dedans, les 2 que je ne reconnaissais pas. Sa main se figea à mi-chemin, et elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle n'avait plus le même air. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Visage plus mince, comme si elle ne mangeait pas bien. Cheveux attachés en un de ses chignons fatigués. Vêtements qui ne semblaient pas lui appartenir, à sweat gris, jeans délavés, baskets usées. Ses yeux n'avaient plus le même éclat, et quand elle ouvrit la bouche pour reparler, rien ne sortit.
Je ne bougeais pas. Ne tressaillis pas. Mais quelque chose en moi se mit en place. Avant qu'elle puisse dire autre chose, je parlais. Je ne te hais pas, dis-je, aussi calme que jamais. Mais je ne sais plus qui tu es. Elle ouvrit la bouche encore cette fois, les mots sortirent en vrac. Rapide, décousu, presque répété. Elle dit qu'elle avait été submergée. Qu'elle s'était sentie seule. Qu'elle traversait quelque chose et ne savait pas comment m'en parler. Qu'elle pensait que je ne l'aimais plus. Que le silence entre nous était trop large et trop profond, et qu'elle ne savait pas comment le franchir. Elle avait l'air de croire chaque mot. Mais rien de tout ça n'avait d'importance. Je restais là, la regardant essayer de construire un pont avec des cendres. Essayer d'expliquer la trahison d'une façon qui la rendrait plus digeste. Elle s'arrêta, peut-être espérant que je réponde, peut-être attendant un signe ou une douceur de ma part. Je ne lui donnai ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi tu ne l'as pas demandé, dis-je. Au lieu d'embrasser Thibaut dans mon souhait. Ça la fit taire. Sa bouche se ferma. Ses yeux tombèrent au sol. Elle baissa le regard sur ses baskets comme si elles avaient les réponses. Elle ne dit plus rien. N'offrit pas de grandes excuses ou justifications. Juste resta là, bras ballants, comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Je ne dis pas un mot de plus. Je me retournai et partis. Passant les balais et les seaux en plastique. Passant les rangées de désodorisants et de lingettes. Ça ressemblait à traverser les restes de quelque chose qui comptait autrefois. Comme passer devant la coquille calcinée d'une maison où on avait vécu. Elle ne me suivit pas. Ne cria pas. N'essaya pas de m'arrêter. Je ne regardais pas en arrière. Je payai mon liquide vaisselle et mes essuie-tout, sortis vers mon utilitaire, et restai assis au volant quelques secondes avant de démarrer. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine ne faisait pas mal. C'était juste calme. Le genre de calme qui vient quand on a déjà tout dit ce qu'il fallait dire. Cette rencontre finale n'était pas prévue. Je n'avais pas besoin de closure. Je n'avais pas de questions. Je ne voulais rien d'elle, ni excuse, ni explication, ni pardon. Mais la vie est drôle parfois. Elle te met parfois face au passé juste pour te montrer à quel point tu as avancé. Et là, dans ce rayon, face à la femme qui avait été mon monde, je réalisais quelque chose. Elle n'avait pas juste brisé ma confiance. Elle avait enterré ce qu'on était. Et je l'avais déjà pleuré. Alors je la laissais là, entre les bouteilles d'eau de Javel et les manches de balai. Pas par colère. Pas pour faire un effet. Mais parce qu'il n'y avait plus rien entre nous sauf un rayon plein de produits ménagers et une saleté qu'aucun balai ne pourrait jamais nettoyer. Un an passa. Les saisons changèrent. Les feuilles tombèrent, la neige vint et partit, puis les arbres fleurirent à nouveau. Je restai discret ce premier hiver, gardai les choses calmes. La routine était mon réconfort. Je réparai la clôture du fond. Repeignis la chambre d'amis. Je pensais à elle de moins en moins. Ce qui avait été une douleur constante devint un souvenir sourd qui s'effaçait un peu plus à chaque lever de soleil. Puis, un soir de fin avril, je rencontrai quelqu'un. Ce n'était pas prévu. Je ne cherchais pas. Je ne pensais même pas être prêt. J'étais au magasin de bricolage pour prendre des échantillons de peinture pour la véranda à gris, peut-être bleu. Quelque chose de plus frais pour l'été. Je restai plus longtemps que prévu, hésitant entre deux teintes qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'est laquelle s'approcha et pointa celle de gauche. Moins de vert dans celle-là, dit-elle. Ira mieux avec les bordures blanches. Elle sourit. Je souris en retour. Elle s'appelait Émilie. Elle bossait pour une petite entreprise de paysagisme en ville. Disait qu'elle faisait ça depuis la fac. Adorait travailler de ses mains. Parlait de la terre comme d'une vieille amie. Elle avait des taches de rousseur sur le nez et portait ses cheveux en queue de cheval la plupart du temps. Pas de drame. Pas de cinéma. Juste une présence calme, du genre qui te fait expirer sans réaliser que tu retenais ton souffle. Elle ne connaissait rien de mon histoire, pas au début. Et je ne me pressais pas de la raconter. On commença petit. Café un samedi matin. Déjeuner le week-end suivant. Une balade au parc après ça. Elle aimait la vieille musique et chantait toujours avec l'autoradio, même si elle ne connaissait pas toutes les paroles. Quand je finis par tout lui raconter le mariage, le divorce, l'orage que j'avais traversé, elle ne s'y a pas écouté juste.
N'essaya pas de réparer. N'offrit pas de grands discours sur la guérison ou le pardon. Elle tendit juste la main à travers la table et serra la mienne une seconde. Dis, je suis contente que tu t'en sois sorti. C'était tout ce dont j'avais besoin. On prit notre temps. Pas de pression. Juste du temps passé ensemble qui était facile et honnête. Quelques mois plus tard, je remarquai quelque chose, je riais à nouveau. Vraiment rire. Pas des rires polis ou des sourires forcés aux histoires des autres, mais un rire franc, bête, qui vient des tripes. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Un soir, je me surpris à fredonner en faisant la vaisselle. C'est là que je réalisais j'étais heureux. Pas le genre de bonheur qu'on poste pour rendre les autres jaloux. Juste simple, stable, calme contentement. Du genre qu'on ne remarque pas tout de suite, parce qu'il n'est pas bruyant. Mais il est vrai. Je ne me sens plus en attente d'explications, d'excuses, de closure. Cette partie de ma vie est derrière moi, comme une vieille route que j'ai prise pour arriver ici. Et ici, c'est bien. Vraiment bien. Partagez votre avis dans les commentaires, pensez-vous que disparaître sans confrontation était la bonne décision? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».